Choisi en plus. Très bien. Bien, ben, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour ce dernier, enfin pas ce dernier, parce qu'on en a encore quelques-uns, avant-dernier, lundi de la gouvernance que nous organisons depuis maintenant 2 ans avec le soutien de la mission suisse, de HEI, de l'Université de Genève notamment, et du bureau de l'ONUG à Genève. L'idée étant d'examiner justement toutes les problématiques de la gouvernance en lien avec la Genève internationale. On l'a fait dans le domaine des migrations, de la santé, de la finance, de la sécurité, enfin voilà. Et aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est celui du commerce de biens et de marchandises, aussi du commerce, enfin, des investissements, puisque ça rentre dans le cadre aussi des discussions de l'OMC. Et pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir M. Rémi Di Winzap, notre ambassadeur de Suisse auprès de l'OMC, ainsi que le professeur Jost Pauwelin, qui est professeur de droit international à l'Institut IHEID, donc le Graduate Institute de Genève, et puis pour nous apporter une touche, un éclairage différent, alternatif, Alberto Velasco, député socialiste, mais également ancien président d'Attaque Genève et président des Amis Suisses du monde diplomatique. Merci à tous les trois d'être ici aujourd'hui. Alors, je vais d'abord commencer par vous demander de signer notre livre d'or. Ah ouais. Et puis, après, M. Winzap, je vous donnerai la parole et puis on entamera le débat. Puis je vous remets un petit cadeau. Voilà, comme ça. Alberto. Des couteaux avant le débat déjà. Oui, parce que c'est un peu pour vous armer, donner un petit peu de... Pour une discussion dure. Voilà. Et puis un petit souvenir, c'est le catalogue Dessin pour la paix. Merci beaucoup. De nos amis cartoonistes. Voilà. Alors, je vous laisse signer, puis M. Winzap... Oh, pardon. Ah oui. Pardon. Et puis M. Winzap, je vous laisse commencer. Alors, merci beaucoup, M. Mettan, pour l'introduction. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont intéressés à notre sujet. Et je dois dire que nous, on ne négocie pas avec ça. J'espère. Les couteaux sont beaucoup plus grandes. Quoi. Ah, voilà. OK. Non, merci beaucoup. Et en effet, Genève, c'est le lieu de la soft government mondiale. Mais quand on parle de l'OMC, en fait, c'est pas seulement de la soft governance, c'est même des accords contraignants qu'on négocie à l'OMC. Mais la gouvernance mondiale, même liée au commerce, c'est pas que les accords commerciaux, c'est une multitude d'accords négociés sur le plan international, plan régional, mais aussi dans différents domaines, comme aussi dans l'environnement ou dans les droits sociaux. Il y a partout aussi où il peut y avoir des aspects commerciaux dedans. Alors il y a, je crois, une multitude d'acteurs en fait qui sont présents. Aujourd'hui, j'aimerais bien d'abord vous dessiner 2 évolutions que je crois qui sont assez marquantes en fait dans le sujet dont on débat, le commerce mondial, solution globale ou solution régionale. D'un côté, il y a une certaine convergence et extension aussi des besoins des États, et je reviendrai. Et de l'autre côté, il y a, malgré une économie de plus en plus globalisée, il y a une fragmentation croissante du cadre régulateur qui a été construit depuis la Deuxième Guerre mondiale. Suite à ces 2 évolutions que je vais brièvement esquisser, j'essaierai de situer en fait l'OMC dans ce monde globalisé, mais qui se fragmente sur le plan institutionnel. Alors, la première évolution, la convergence et l'extension des besoins des États. Il y a l'évolution technologique, particulièrement dans le domaine des transports et de la communication, qui a été un catalyseur du développement de la mondialisation économique auquel nous assistons.
Cette mondialisation a eu comme effet, entre autres, une profonde transformation de la manière de produire. En fait, ce qu'on rencontre aujourd'hui, c'est des chaînes de production. Alors qu'au XXe siècle, la question du commerce international cherchait surtout à réguler des biens produits ici et vendus là-bas. Le XXIe siècle concerne des biens produits partout et vendus partout. Cette nouvelle réalité des structures de production a amené à la recherche des réponses par des traités internationaux, non seulement dans le domaine du commerce de marchandises, mais aussi pour le commerce des services, la propriété intellectuelle, les achats publics ou les investissements. En parallèle, les liens entre libéralisation des échanges d'une part et d'autres intérêts publics, comme la protection de l'environnement et le respect de certains standards du travail, ont gagné en importance. Et c'est dans ce contexte que s'inscrive la transition du GATT vers l'OMC en 1995, il y a 20 ans, ainsi que de nombreux accords conclus dans l'intervalle et allant largement au-delà de l'OMC. La deuxième évolution, celle de la fragmentation du cadre régulateur mondial, est un fait qui reflète les réalités politiques et économiques changeantes sur le plan mondial. Il y a eu un monde post-Seconde Guerre mondiale qui a été créé par les vainqueurs de la guerre et qui a très vite vu l'émergence d'un système bipolaire structuré autour des États-Unis et l'URSS. Le cadre multilatéral a été façonné à l'image de cette réalité. Le GATT, jusqu'à la chute du mur de Berlin, était dominé par les pays développés de l'Ouest et excluait les États tels la Chine et la Russie, qui aujourd'hui sont les deux membres de l'OMC. Cependant, avec la fin de la guerre froide, l'ouverture des marchés s'est répandue partout dans le monde et la mondialisation, comme j'ai dit avant, basée surtout sur l'évolution technologique, a pu vraiment déployer pleinement ses effets. Ainsi, il y a eu un essor du commerce de marchandises beaucoup plus important par rapport à celui des produits agricoles. Les produits des marchandises, le marché international du commerce des produits agricoles était dans les années 50 plus ou moins 10%. Non, 50%, pardon. C'était la moitié en 1950 et c'est à peu près 10% aujourd'hui. Alors il y a un essor des marchandises et il y a aussi eu un grand changement sur le plan de qui sont les acteurs du commerce. En 2001, la part de la Chine dans l'exportation de biens industriels était de 6%. Elle est à 18% aujourd'hui. La Chine a dépassé l'Union européenne en tant que plus large exportateur de biens non agricoles en 2012. Alors il y a eu des forts changements, mais en même temps, un monde multipolaire a commencé à émerger. La montée de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de la Russie et d'autres pays comme acteurs majeurs témoignent de cette évolution. Et c'est dans ce contexte il devient toujours plus difficile de trouver des solutions multilatérales dans beaucoup de domaines de droit public, et notamment aussi, mais pas seulement au commerce, poussant les États à rechercher des solutions alternatives en dehors des enceintes multilatérales. En effet, beaucoup de capital dans le monde focalisent aujourd'hui leur politique commerciale sur des initiatives régionales et bilatérales pour adresser leurs besoins et non pas sur l'OMC. Et ceci, pas pour cette raison, mais pour deux autres raisons. La première raison est la difficulté rencontrée à l'OMC de trouver des solutions acceptables pour tous ses membres. Et là, il faut s'imaginer un peu aussi que l'OMC aujourd'hui est composé par 160 membres qui sont très divers et qui ont des intérêts très divers. Il y a un bloc d'États d'importance commerciale majeure qui est l'Union européenne. Il y a des nations commerçantes dominantes, les États-Unis, la Chine par exemple. Il y a de larges pays avec relativement peu d'exportations, l'Inde. Il y a des petits pays avec beaucoup d'exportations, le Singapour. Il y a les pays les moins avancés avec des capacités et intérêts d'exportation très limités. Et il y a des membres qui sont des exportateurs très compétitifs en biens agricoles et d'autres qui sont des importateurs nets d'aliments. Alors, les membres sont très, très divers à l'OMC. Et il y a une deuxième raison, il y a des avantages clairs qui permettent des négociations sur un plan régional ou de manière bilatérale. Il est plus facile de négocier avec un nombre plus restreint de partenaires. Il est plus facile de calibrer le niveau d'ambition à l'intérieur d'un groupe de pays relativement homogène. Et il y a aussi une réalité commerciale ces jours-ci, et c'est que les barrières tarifaires, qui étaient l'obstacle numéro un dans le passé,
ne le sont plus tellement aujourd'hui. Aujourd'hui, les barrières non tarifaires, comme des normes et des standards, sont devenus plus importants. Et cela, il reflète des préoccupations politiques souvent différentes à celles du commerce. Par exemple, la protection de l'environnement, la santé publique, la protection du travailleur, la protection des consommateurs, etc. Des négociations sur tels sujets sont plus faciles à mener quand il y a une certaine convergence de valeurs et des politiques. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a ces négociations qui sont actuellement en cours entre les États-Unis et l'Union européenne. La conséquence est que les forats de négociation se multiplient. Par exemple, les États-Unis sont engagés dans des négociations en vue d'un partenariat transpacifique, le TPP, qui comprend 2 pays représentant 40% du PIB mondial. En même temps, les États-Unis et l'Union européenne visent un accord global sur le commerce et l'investissement transatlantique, le TTIP, et eux, ensemble, représentent le partenariat économique bilatéral le plus important du monde. Les États-Unis, l'Union européenne et 49 autres pays, ils négocient actuellement aussi un accord sur les services, le TISA, Trade and Services Agreement. La Chine ainsi que l'Inde sont impliqués dans le projet d'un accord de libre-échange régional avec les 10 pays de l'ASEAN, le Japon et la Corée, le RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Pendant ce temps, la Russie a signé en 2014 le traité fondateur de l'Union économique eurasienne, entré en vigueur au mois de janvier 2015 et qui inclut, à part la Russie, le Bélarus, le Kazakhstan et l'Arménie. Et en Amérique latine, le Brésil, avec 4 États, se consacre au Mercosur, tandis que le Mexique, la Colombie, le Chili et le Pérou recherchent une alternative au Mercosur avec le développement de l'Alliance Pacifique. Et on mentionnera aussi l'Union africaine et son projet de créer à plus long terme un marché commun sur le continent africain. Alors, la réalité aujourd'hui est donc que des pouvoirs et groupements régionaux sont en train de développer des règles régionales sur le commerce et l'investissement ailleurs que dans les institutions multilatérales comme l'OMC. Ceci, évidemment, affaiblit l'OMC, mais ne la rend pas nécessairement insignifiante. En effet, là maintenant je parle un peu plus sur l'OMC, en effet le cadre multilatéral pour le commerce et l'OMC reste pertinente sous condition qu'on y puisse atteindre des résultats. Pour autant, et malgré les difficultés décrites précédemment, l'OMC a des fonctions importantes et où elle fait du bon travail. Ceci pour l'administration des accords commerciaux existants, comme endroit pour régler des différends commerciaux, comme enceinte pour le suivi des politiques commerciales nationales de ses membres, et comme pourvoyeur d'assistance technique et de la formation pour les pays en développement en matière commerciale. Et là, cependant aussi comme fonction de servir comme cadre pour des négociations commerciales. Et dans cette fonction, cependant, elle piétine ces dernières années, et ceci n'est pas idéal pour plusieurs raisons. Certains enjeux ne peuvent être logiquement négociés qu'au niveau multilatéral. Par exemple, des règles sur les subventions ne peuvent être façonnées qu'à l'OMC. On ne peut pas régler des problèmes sur les subventions dans un accord bilatéral ou dans un accord avec un petit groupe, vu qu'après, il y a des produits qui vont ailleurs. Tout résultat obtenu à l'OMC s'applique quasiment à tous les pays du monde. Actuellement, seule l'enceinte de l'OMC permet un accord entre tous les acteurs commerciaux majeurs du monde. Si les États-Unis négocient quelque chose avec le Brésil et la Chine, l'Inde, aujourd'hui, ils ne peuvent que le faire à l'OMC. De plus, d'un point de vue pratique, les accords OMC permettent d'éviter bon nombre d'inconvénients des accords régionaux, comme la multiplication de règles d'origine qui sont une condition pour accéder à des conditions préférentielles. Ceci est un avantage clé de l'OMC afin de couvrir les chaînes de valeur mondiales. Mais il y a aussi des raisons internes à l'OMC qui exigent des accomplissements dans sa fonction de cadre de négociation, car l'OMC a de nombreux accords dans des domaines qui évoluent, par exemple sur le commerce de biens, de services et ceux liés à la protection intellectuelle qui doivent être régulièrement adaptés. La fonction de négociation est aussi un élément essentiel du système de règlement de différends. Un accomplissement crucial de l'OMC, c'est que l'OMC qui a un système de règlement de différends aussi pointu. Mais elle se base sur des accords et ces accords, évidemment, ils doivent refléter la réalité de ce monde. Et en outre, l'OMC a un rôle systémique prépondérant. L'OMC et ses accords sont non seulement l'ossature de tout accord régional ou bilatéral, mais ils sont aussi d'importance vitale pour les plus petits et vulnérables partenaires commerciaux
qui constituent la majorité des membres de l'OMC. Les petits pays, souvent, ils ne sont pas suffisamment intéressants pour que d'autres pays les prennent dans des négociations régionales, et ils ont beaucoup plus de peine aussi à faire entendre leur voix dans des négociations régionales. Alors pour eux, l'OMC est le moyen de s'engager le plus propice. Alors dès lors, la question, et aussi le doute peut-être, est s'il est possible d'atteindre des résultats dans des négociations à l'OMC. Et là, je sais qu'il y a, et c'est pour ça aussi que je dis le doute. En effet, cependant, je dois vous dire, il y a eu des succès à l'OMC récemment. Les membres de l'OMC ont réussi à conclure un accord multilatéral sur la facilitation des échanges en 2013. Ils ont réussi à réviser un accord plurilatéral sur les achats publics en 2011. Ils ont mené à terme diverses négociations d'accession, notamment avec la Russie. Cependant, ces succès n'ont pas été à la hauteur des attentes, qui se focalisent surtout sur le cycle de Doha. Les négociations du cycle de Doha sont des négociations complexes sur des sujets assez divers et qui sont, pour les membres de l'OMC, souvent très sensibles. Il y a eu cependant des évolutions dans ces négociations également. En 2011, on a eu la 8e ministérielle de l'OMC à Genève, et là, les ministres ont introduit une flexibilisation de l'approche générale de ce qu'on dit à l'OMC le single undertaking, ou l'engagement unique, qu'on dit on doit tout négocier et terminer en même temps. Et cette flexibilisation, elle a permis, 2 ans plus tard, en 2013, justement la 9e ministérielle de l'OMC, de conclure l'accord sur la facilitation des échanges que je viens de mentionner. Et à cette même ministérielle, en 2013, à Bali, il a également été décidé d'établir un programme de travail détaillé afin de pouvoir terminer les négociations dans les autres domaines du cycle de Doha. Ce programme de travail détaillé, à établir jusqu'en juillet 2015, et qui était d'ailleurs la raison pour mon retard de 15 minutes pour lequel je veux m'excuser, mais j'ai eu une discussion avec le directeur général juste à ce sujet, devrait permettre, si tout va bien, de clore les négociations aussi dans les domaines les plus difficiles, comme l'agriculture, les biens industriels, ainsi que dans les services. Notre objectif, je dis ça comme un pays membre de l'OMC, mais je suis sûr que c'est un objectif partagé par la grande majorité des pays membres, est de conclure les négociations du cycle de Doha au niveau politique lors de la 10e ministérielle de l'OMC à Nairobi, ce décembre. Et nous y travaillons. C'est un objectif que je vous dis, en tant que membre. Je ne pense pas que le directeur général pourrait s'avancer avec un tel objectif, mais vu que l'OMC est une organisation appartenant aux membres, je le dis comme objectif. Un succès à Nairobi, toutefois, ne dépend pas seulement des efforts accomplis à Genève, mais aussi des efforts déployés dans les capitales et de la volonté politique de celles-ci. Ce qui n'est pas gagné d'avance, parce qu'on doit avoir ce soutien politique dans tous les 160 capitales. En conclusion, en ce qui concerne la gouvernance internationale dans le domaine du commerce, on peut observer 2 évolutions qui accompagnent la mondialisation, une convergence et extension des besoins des États, ainsi qu'une fragmentation du cadre régulateur mondial construit depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'OMC n'est pas un acteur unique, mais un acteur parmi d'autres, mais un qui reste pertinent. Il faut cependant atteindre des résultats dans la fonction négociatrice de l'OMC. Il y a des grands efforts qui sont entrepris en ce moment à Genève pour enfin clore les négociations du cycle de Doha. Un succès cependant ne sera que possible si les membres s'investissent à Genève, dans leur capitale, et s'ils font suffisamment preuve de volonté politique pour conclure ces négociations. Et tout cela n'est pas encore assuré. Une raison est que beaucoup de membres, comme je vous ai dit avant, ils sont engagés non seulement à l'OMC, mais ils sont, partiellement, même plus fortement investis dans les initiatives régionales, partiellement, au détriment, il faut le dire, aussi du multilatéral. Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis d'entendre les collègues pour ensuite discuter tous ensemble. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est un panorama tout à fait intéressant de ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'on avait un peu perdu, on commençait un petit peu à perdre le fil de l'OMC avec ces dernières années et tous ces blocages, et là on voit un petit peu mieux ce qui est en train de s'esquisser. Donc merci pour cette présentation. Je vais passer la parole au professeur Pauline. I will speak to you in English. Yes, sure. No problem.
So- I'm from Belgium, quand même, je suis No, flamand. no problem. I- You can just push the button. This one. Non, mais ça devient tellement technique que les termes en français, Pas de souci. c'est pas évident. So I looked at the title of our little meeting and was thinking of world trade, global or regional solutions, which made me think of, okay, let's think a bit deeper about what the problem is before we think of solutions. If you put trade and investment, I'm glad that you put investment on the table as well. There is no doubt that we are talking of massive forces of globalization. If you look at the recent numbers, 18 trillion of flows of trade and goods in the world. If you think of world investment, even more, 26 trillion of sales by foreign invested companies. So we are surely talking of something really important here. Much of it is positive. I'm no economist, I'm just a lawyer, but it's amazing to see how, because of trade, countries have been able to grow, to expand their welfare. How, if you look especially at countries in Asia, how they've been able to lift themselves out of poverty. But at the same time, there's problems related to what is happening. And I think one of the problems you see in most countries is adjusting to liberalized trade. If you're, I don't know, in agriculture in Switzerland and all of a sudden the market has opened up to imports of agricultural products from the rest of the world, you'll have to adjust. And a lot of farms would go out of business. You may create wealth because of trade. You may grow as a GDP number, but you have to redistribute the wealth within your countries. So inequality may be an issue. So the problem for which I think we need to find a solution, as I see it, is that liberalized trade investment can do tremendous good, but we have to address some of the externalities linked to that liberalization. We need to address trade in goods if they are unhealthy, or if they pose a risk to the environment, or if public morals are at issue, and we have to redistribute the wealth created because of trade. We have to adjust, ensure that people, if they lose their job, can find new employment in sectors that are more efficient. So it's not all positive. There's some real problems out there. And in terms of just highlighting two types of solutions that I think have come to the fore recently, I would say one is, and it's very much in line with what Mr. Ambassador spoke about, that in the past, even when I started in this field, which is not that long ago, everyone was focusing on the WTO, being in Geneva, whereas now everything is completely multi-layered. So you have multi-level solutions. There's no way that the WTO will be as central as it used to be. And personally, I think this is only normal. It's very natural. If you think the GATT had 23 parties, we now have 160 member states. So you'll address certain issues at the WTO level. I would refer to them as some public goods and public bads that everyone agrees upon. Public goods such as transparency, reducing tariffs, dealing with public bads, maybe subsidies, other things. But more and more of the hard issues are not discussed or needed to be discussed at the WTO, but at different levels. So you have the multilateral WTO level, you have the plurilateral level, you have the regional level, and you have the national level. And honestly, a lot of the issues I spoke about, redistribution, adjustment, will have to be taken at the Swiss level, or at the EU level, or at the US level within countries. Now, what is happening, especially today, is it's addressed at these many different levels, but let's be honest, especially at the regional level. So the fact that the EU is now negotiating a free trade deal with the US, if you would have said so a couple of years ago, no one would have believed you. So it's a massive change of position, especially on behalf of the EU. But it's kind of logical, because if you're talking now of streamlining regulations, if you're talking of, okay, how can we recognize qualification requirements of architects or of lawyers, or how can we
streamlined safety standards, it's normal that you will do this amongst like-minded countries. And not at the WTO with Russia, China, Saudi Arabia, the US, the EU. It's just too complicated. Now, so that's one issue, multi-level solutions. The other issue, set of solutions we'll have to look for, is that we'll have to move away from just letting, and I'm sorry, letting the diplomats talk about these issues. And I'm not going after you, of course, personally, but I think it was very easy. See, I got a knife. Yeah, already. It was very easy to address tariff issues by just state representatives in a room. I think what we are facing today goes way beyond things that state diplomats, government representatives can address. And I'm more and more frustrated with that element, because when you go into the WTO in a lot of the negotiations, they all talk of, okay, this is member-driven, the states run the show, governments decide. If you look at how these agreements are structured, a lot of it is highly technical, very detailed, very legalistic. And I'm a lawyer, so it's only good for my profession. But at the same time, it has become so complicated, so removed often from what business, what people want, that you ask yourselves, I mean, what are we really talking about? So we have these firewalls almost between trade and investment, between trade in goods and trade in services. If you talk to any business representative, for them, these distinctions make very little sense. You mentioned that today trade is happening in global supply chains. So it's not just Switzerland making chocolate, exporting it, and importing cars from another country. You have to enter into a global supply chain if you want to benefit from trade liberalization. And how this happens is complicated. You need to talk, you need to involve businesses. You need to open a dialogue with the regulators. You need to talk to people and see how far they want to harmonize issues. So one thing that I'm very happy with, for example, is the current debate in the EU on the EU-US free trade agreement. I've never seen it in all the years I've been working in this field. People on the street know what ISDS is, Investor-State Dispute Settlement. People talk about it. In Europe, it's very controversial. This is now finally being debated. So I think we need to have multi-level solutions, but also multi-actor solutions. We need to bring it down, make it real for businesses, including small businesses. We need to make it real for people, that they realize where the benefits are, and that we can debate the pros and cons, the benefits created and how to redistribute them. So that will mean, and I'm talking against my own shop as a lawyer, that if we have this multi-actor dialogue and we kind of set up platforms to figure out what is it really that people, businesses need, it will not always take the form of a treaty or a legally binding agreement. Often it will be a dialogue. It will be discussions amongst regulators before particular regulations are adopted, so that you kind of can address harm you may be causing to other trading nations beforehand. So all of this, talking of governance, will take a very different shape than 20 years ago, when everything was states negotiating treaties in an international organization. What we will see more and more is non-state actors getting involved. And I'm really not just talking of civil society or NGOs, but also business, trade associations. Just ordinary people get involved in those debates, and we will have processes and outputs that are very different from what we are used to. It will not necessarily be a treaty. It could be a guideline, it could be a platform. So all of this, multi-level solutions, multi-actor solutions, I think it's fascinating. There's a lot to discuss, a lot to figure out. I have two major concerns. One concern is complexity. All of this is becoming hugely complicated. Now, if you say complexity, you basically say those who are able to navigate complexity are those with a lot of resources, or the countries, the stakeholders, the businesses with a lot of resources to understand, to influence what is happening. So I'm afraid that we cannot avoid the complexity. It's there. But we need to find mechanisms so that everyone can have a say in what is shaping up. So
So my second concern, besides complexity, is how would I call it, equality or equity? Because we may be talking of complicated new systems of governance, and the EU and the US and also Switzerland will be able to navigate what is happening. But if you think of small developing countries, or countries that could be developed with limited resources, how are you going to shape the agenda, figure out what's happening, influence governance in a way that is beneficial to you? Same thing with businesses. It's wonderful to open up, and I think we'll have to open up. But the fear that I have is that especially multinationals, big powerful corporations, will be able to influence the agenda. So we need to find mechanisms whereby also smaller companies, trade associations, civil society, consumer, patient organizations can have their say. So it's wonderful to go multi-level, multi-actor, but we'll need to find mechanisms that all voices are being heard. So a little small thing we are doing here at the university is we offer free legal advice to these smaller stakeholders. So we have a clinic, a legal clinic, whereby we assist, we help small developing countries, smaller companies, NGOs to navigate these complexities. And it's a small little thing, but it enables students to figure out what is really happening in the field, and it enables stakeholders to really have more of a say, more of an input in what is becoming hugely complicated. Thank you. So, thank you very much, Mr. Paulin. So it was also interesting to hear you, because you have yes, proposed some new trails, new roads for the future of trade negotiations, less formal. Maintenant, je vais passer la parole à M. Alberto Velasco, qui donc représente ATTAC, un peu le mouvement qui s'était à l'époque opposé au fond aux négociations de l'ONC il y a une quinzaine d'années, qui est aussi à l'origine du Forum social mondial. Et donc, ce serait intéressant de savoir où en sont les réflexions de votre côté à propos des échanges commerciaux et des investissements. Comment vous voyez la chose? Il faut juste appuyer sur le bouton. Bien, merci. Bon, comme vous savez, ATTAC s'était formé à l'époque sur la taxe Tobin. L'OMC, eux, ils ont été très à l'avant, ils ont eu pas mal d'accords. Et vous voyez que la taxe Tobin n'est toujours pas implantée. Donc, vous voyez les différences entre, disons, une infrastructure, disons, qui est très néolibérale et qui est très implantée parmi les multinationales, et puis une taxe qui se veut redistributive, et puis on a les plus grands problèmes pour l'imposer. Je pose le cadre pour vous dire, disons, comment vont les choses, quoi. Alors, moi, je fais d'abord référence à la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est important. Notre ambassadeur a fait référence, mais puis c'est vrai, il faut faire... Mais peut-être pas dans le même sens que lui, parce que la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une Europe détruite, mais totalement détruite. Les Américains, à la limite, ils étaient presque contents, parce que leur pays était pratiquement neuf, avec leurs moyens de production parfaits, et puis ils avaient relégué une Europe qui était au sommet de la science et de la technologie presque à l'époque, à l'âge de la pierre, quoi. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai lu la charte, par exemple, de la résistance française. Et magnifique, cette charte. Elle disait que plus jamais cela. Qu'il fallait construire des États avec, disons, une structure sociale, avec des services publics qui garantissent justement un avenir à tout le monde. C'était très important, cela. C'était la base, disons, la fin de la guerre, la charte, disons, sur laquelle, disons, les États voulaient construire un nouveau monde. Et puis, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Moi, tout le contraire, parce que je me souviens qu'une fois, les députés à Genève, on a été invités à l'Organisation mondiale du commerce, et puis on nous a exposé tous les bienfaits. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'était le prédécesseur de M. Lamy, je lui ai demandé, mais monsieur, mais en matière sociale, qu'est-ce qu'il en est? Parce que vous nous parlez là, justement, des taxes, les marchandises, circulation des marchandises. Mais qu'est-ce qu'il en est des problèmes sociaux et des enfants de 10 ans qui travaillent dans certains pays? Ça, ce n'est pas le problème de l'OMC.
Je dis, mais enfin, mais l'OMC, c'est quand même une organisation mondiale, quoi. Écoutez, quand même, je veux dire, entre une entreprise en Suisse où le travail est interdit jusqu'à 16 ans, donc, et dans un pays où les enfants travaillent à l'âge de 8 ans, comment un produit, comment il peut circuler ce produit, sur quelle base il y a quand même il y a des bases pour la concurrence. Ça, ce n'est pas le problème de l'OMC, ce qu'on m'avait dit. C'est le problème des États. Effectivement, c'est le problème des États. Le problème des États, c'est qu'ils sont plus souverains. Ils n'ont pas de souveraineté parce que les accords, disons, TISA et SAUT, c'est quoi ces accords? Il faut bien voir ce que ça veut dire ces accords. Les accords de libre-service, ça veut dire que les États ne peuvent plus décider de leur service public. Prenons par exemple ce qui s'est passé en Europe, prenons un exemple, pour les télécommunications ou pour l'énergie, si vous voulez, pour l'énergie. La France avait un service public magnifique, c'était l'EDF. C'est De Gaulle qui l'avait mis, après la libéralisation. Justement, c'est dit qu'il fallait construire, l'énergie était importante, sans énergie, pas d'industrie, sans industrie, pas de développement, pas d'avenir pour les gens. Et donc, ils avaient construit toute l'EDF qui construisait des barrages, un réseau de distribution, un seul réseau, un seul, pas 3, 4, un seul réseau, d'accord. Et puis, ça donnait une compagnie magnifique. Est venue en Europe néolibérale avec Thatcher à la tête et puis tous ces idéologues, ils ont décidé qu'il fallait libéraliser le marché de l'électricité. Et pourquoi? Pourquoi? Est-ce que les gens n'avaient pas d'électricité en Europe? Est-ce qu'il n'y avait pas de réseau? Est-ce qu'on produisait mal? Au nom de quoi il fallait libéraliser? Il fallait mettre en concurrence. Mais pourquoi il fallait mettre en concurrence? Si chaque pays, disons, devait assumer justement son réseau électrique. Je vous prends la Suisse. La Suisse est un des réseaux aujourd'hui qui est à 95% pratiquement il est public, production et distribution. Et on nous engage justement à cause de ces fameux accords de gouvernance mondiale ou européenne qu'il faut effectivement nous connecter au réseau européen. Et parce qu'il faut nous connecter au réseau européen, il faut, disons, libéraliser le marché suisse. Mais tout ça, c'est un mensonge, parce que le réseau suisse a toujours été interconnecté depuis toujours, puisque pour distribuer l'électricité du nord-sud, ça a passé par la Suisse. Donc, il y a une régulation qui est faite. Seulement, il faut justement déstructurer ce marché qui, aujourd'hui, plus ou moins est régulé. Il faut le déstructurer. Et moi, j'interviens là-dessus parce que c'est très important, la souveraineté internationale. La régulation est très importante. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est des problèmes de non-régulation. Vous prenez, comment c'est fait, je m'excuse de donner cet exemple, mais l'exemple de l'électricité pour moi est fondamental, vous voyez. On parle de gouvernance. Comment s'est fait le réseau international européen? Ben, il y avait des petites compagnies qui produisaient, et puis chacun devait produire à 50 Hz, vous savez, c'est la fréquence. Et puis avec un voltage. Et puis quand on a connecté ces réseaux, on a demandé à toutes ces compagnies, ah, vous devez être à 50 Hz et à la même tension, sinon vous pouvez vous connecter. Et puis ben, ces compagnies se mettaient à 50 Hz et au voltage donné de 1000 volts, ou 4000 volts, 5000 volts. Et tout ce monde s'est interconnecté et on a construit un réseau européen, et ailleurs aussi, mais en tout cas européen, magnifique. Parfait. Et pourquoi que les gens ont pu, disons, se mettre ensemble? Parce qu'ils avaient les mêmes conditions. Je reviens maintenant au commerce mondial et, disons, aux échanges et à la compétitivité. Comment voulez-vous, disons, faire un commerce mondial sur des bases équitatives si les règles ne sont pas les mêmes? Si, par exemple, les conditions sociales en Espagne ne sont pas les mêmes que celles de la Suisse? Si les conditions sociales aux États-Unis ne sont pas les mêmes que celles du Bangladesh? Comme voulez-vous, disons, faire une interconnexion? Il faudrait avoir d'abord demandé à toutes ces personnes, disons, que les travailleurs aient un minimum du BIT. Nous avons une organisation internationale, c'est le BIT. Mais le BIT est hors course dans les accords. On aurait pu très bien inclure dans les accords de l'OMC que chaque pays s'engage à appliquer, disons, les normes du BIT. Hein? Dès que vous rentrez dans l'OMC, d'accord, monsieur, vous appliquez les normes. Non, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans un accord de l'OMC, mais vous n'avez pas besoin d'appliquer les normes de BIT. Ça, si vous avez des normes antisociales, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire du commerce. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça, disons, qu'à un moment donné, il se crée la pauvreté.
Parce qu'on est dans un monde, disons, de productivité, et dont les plus forts gagnent. On n'est pas dans un monde où on produit pour le bien commun. Je vous prends l'eau, par exemple. L'eau, ça fait partie des accords, disons, qui ont été justement déstructurés. L'eau est un monopole d'État. Normalement, c'est un monopole d'État. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une denrée rare. Et puis, ma foi, bien souvent, il n'y a qu'un seul réseau. Donc, vous ne pouvez pas aller... Et donc, depuis toujours, a été un monopole d'État. On a fait des expériences de privatisation, entre autres parce que l'Europe a introduit aussi dans ses normes la privatisation de cette... à Grenoble. Ben, disons, quand on a privatisé l'eau à Grenoble, c'est très simple, ça coûtait plus cher. À tel point que la municipalité de Grenoble a dû renationaliser. Et pourquoi ça coûte plus cher? C'est normal. Parce que dans ces réseaux-là, disons, dans ces accords-là, dans ces réseaux-là, les multinationales, disons, elles ne prennent pas ce qui coûte cher, elles prennent ce qui gagne. En Argentine, par exemple, la maintenance des réseaux était celle de l'État. Ça c'est très cher. Hein. Maintenir un réseau, investir, les investissements, c'est très cher. Par contre, la gestion du réseau, qui, elle, c'est une question technique, si vous voulez, avec ordinateurs, etc., ça, c'était la multinationale de Veolia. Et là, ils gagnaient pas mal de gens. On a vu qu'au bout de quelques années, le réseau était mal équipé, mal maintenu, et donc l'État a dû réintervenir. Alors, je veux dire, moi je veux bien qu'il y ait de la gouvernance mondiale. C'est vrai que c'est nécessaire, parce que quand on voit ces dysfonctionnements dans le monde, ces guerres, etc., une gouvernance, elle serait appelée effectivement, et nous sommes d'accord. C'est pour ça que nous l'appelons l'altermondialisation, une autre mondialisation. Mais il faut qu'elle se fasse d'abord dans le respect de la souveraineté des États. Il faut qu'elle se fasse où le politique, je dis bien, a la prééminence sur l'économie. Or, aujourd'hui, c'est l'économie qui a la prééminence sur le politique. Les accords de l'OMC qu'on a votés, est-ce qu'en Suisse, on a voté une seule fois un accord de l'OMC? Est-ce que les citoyens suisses ont été appelés une fois à voter un accord sur le libre-échange? Non, c'est le Conseil national qui le fait. Je crois, voilà un ancien Conseil national. C'est ce qu'ils ont fait, mais je veux dire, le peuple, alors que c'est des accords très importants, ils mettent en jeu notre avenir, notre vie, notre futur, quoi. Non, on n'a jamais. Donc, c'est une structure assez technocratique. Donc, vous voyez, moi, je vous peins les choses comme ça, mais c'est la réalité qu'on vit. Ensuite, j'aimerais parler quand même un peu des États-Unis, parce que tout ça, c'est une idéologie néolibérale qui vient des États-Unis, quand même. C'est quand même marrant que les États-Unis, qui ont impulsé l'Organisation mondiale du commerce, quand ils ont vu, par exemple, que leur acier était concurrencé par les pays, notamment asiatiques, ils ont tout de suite mis des taxes. Ils ne respectent plus l'OMC. Eux, ils décident quand il faut respecter et pas respecter. C'est extraordinaire. La France a dû démanteler une grande partie de sa sidérurgie à cause de cela, hein, parce qu'elle devait ouvrir son marché donc, à l'importation d'acier des autres pays, notamment du Sud, etc. Et puis, effectivement, cette sidérurgie n'était plus compétitive et concurrentielle, notamment à cause des charges salariales. Et donc, elle a dû fermer pas mal, disons, de sites. Les États-Unis, qui ont été confrontés à la même situation, eux, ils ont dit non, ben nous, on met des taxes. L'Organisation de commerce, ça, c'est pas pour nous. On décide. Nous, on est l'Empire, quoi. Hein. Donc, voilà. Prenons, par exemple, les services. Les services, c'est grave. Sur l'éducation. Hein. Libéraliser l'éducation. Non, mais attendez. L'éducation privée, mais on va où, comme ça? Il y a des charges, disons, qui incombent, qui sont régaliennes, qui incombent à l'État. C'est l'éducation. Pourquoi que l'éducation ne peut pas être privatisée? Parce que l'accès à l'éducation est garanti à tout un chacun. Et ça coûte beaucoup. Si vous privatisez l'éducation, ça veut dire que vous faites un marché. Mais un marché ne fonctionne que s'il produit des bénéfices. Et donc, ça veut dire que ceux qui pourront se payer ce type d'éducation pourront, disons, l'éducation sera de la qualité en fonction des revenus qu'auront les gens, quoi. Alors on me dit, quand j'ai opposé ça, oui, mais enfin, l'État pourra donner une subvention à ceux qui ne pourront pas se payer l'écolage. Ah, magnifique.
C'est-à-dire que l'État donne une subvention au gaillard pour qu'il aille payer une école privée qui, eux, va faire des bénéfices. Mais ça coûte moins cher avoir une école publique parce qu'ils n'ont pas besoin de faire des bénéfices. Et puis c'est l'accès gratuit à tout le monde. Ben non, mesdames et messieurs, ces accords-là impliquent effectivement que l'école publique doit être au même niveau que l'école privée, les mêmes droits. Puis je reviens aux investissements. Les investissements, quelque chose de terrifiant, parce qu'à l'époque, quand j'avais étudié un peu, disons, l'AMI, les accords multilatéraux des investissements, je parle d'une clause qui est absolument, elle est terrifiante, mais elle est terrifiante. Il y avait une clause qui disait que quand une multinationale investit dans un pays, sur un service concret, si un jour l'État voudrait, disons, reprendre ça, alors il faut non seulement qu'elle dédommage la multinationale, mais qu'elle la dédommage des bénéfices programmés au futur dans, je ne sais pas, 20 ou 30 ans. Non, mais je ne sais pas si vous imaginez, quoi. Et il y a cette clause-là. Donc, c'est terrifiant, je veux dire. Hein. Tout a été fait pour démonter l'état social d'après-guerre. C'est pour ça que la référence qu'a fait notre ambassadeur sur l'après-guerre est importante. Oui, parce que tous ces accords, ils ne sont pas faits, disons, avec une gouvernance politique qui veille à l'intérêt des populations, qui veille à l'intérêt social, qui veille à une harmonie, entre un échange, disons, équitatif entre les pays. Non, toute cette structure est faite seulement sur la notion de marché, de rentabilité et de gain. Et je passe sur les banques, parce que ça, sinon, ça ne sert à rien de continuer là-dessus. Non, voilà. Donc, je veux dire par là que monsieur, le président de l'ATA nous disait que on était où, nous? Moi, je dirais où on en est aujourd'hui. Il y a 20 ans qu'on se mobilise, nous, les altermondialistes, à Portalegre ou dans le reste du monde, il y a 20 ans qu'on déclame, c'est vrai, il y a 20 ans qu'on dit, eh bien, les choses n'ont pas changé. Pour moi, elles se sont aggravées. Elles se sont aggravées. Voilà. Merci, Monsieur Velasco, pour ce point de vue. Je crois que c'était aussi intéressant paraissait pas trop optimiste, mais c'était intéressant de vous entendre. Peut-être avant d'ouvrir le débat, peut-être juste faire réagir Monsieur Winsap. Vous partagez tout à fait ce qu'a dit Monsieur Velasco, ou pas tout à fait? Non, par exemple, je vous provoque un petit peu, mais notamment sur la souveraineté des États. Je vous laisse peut-être intervenir, Monsieur Pauline aussi, puis après on va passer au débat. D'accord, merci beaucoup. Je crois que, d'ailleurs, dans les deux interventions du professeur Pauline comme aussi de M. Velasco, évidemment, disons, la base, ça reste les États. Et l'État, en fait, c'est toute une société, aussi à l'intérieur de l'État, multi-layered. Disons, si à l'intérieur des États, on a toutes les différentes composantes, les forces vives de la société. Et en fait, quand on est à l'OMC, c'est pas, bon, peut-être qu'on me regarde et dit, ouais, c'est nouveau un technocrate et tout ça, mais franchement, j'essaie au mieux de représenter quand même une société de la manière comme on pense la concevoir, avec un mandat du Parlement qui représente de nouveau la société. Et je crois que, disons, il y a quelque chose qui se construit et on n'est pas libre de négocier quoi que ce soit dans une organisation. On n'est pas non plus libre de négocier régionalement sans qu'on représente. Et évidemment, il y a toutes les différentes composantes aussi des régulateurs. Il y a aussi la société civile, il y a aussi les entreprises et tout ça. Et la complexité dont M. Pauline fait référence, elle est là. Effectivement, c'est quelque chose avec laquelle, mais je crois même, nous tous dans notre vie, hein, on se bat avec la complexité. Et on se bat aussi dans des négociations. Mais je crois que le tout, c'est construit après aussi sur un certain consensus qu'on doit avoir à l'intérieur du pays. Et moi, je crois aussi la cohérence des politiques qui sont défendues par les représentants d'un État, ça devrait, j'espère que c'est le cas en Suisse, mais ça représente quand même quelque chose qui était construit dans un débat avec la société civile, aussi avec l'économie, avec tout le monde. Et après, je crois on doit essayer de faire face à cette complexité. Maintenant, évidemment, il y a les vues qui vont dans différentes directions. Mais il faut voir, il y a une souveraineté nationale dans un monde qui évolue. Et alors, il y a aussi là, peut-être, il y a eu des changements qui ont fait place. Mais je crois, juste peut-être un petit exemple, au moins, disons, sur l'acier, peut-être le professeur
peut dire plus, quoi, qu'il y a eu effectivement les Américains qui, et aussi d'autres d'ailleurs, qui de temps en temps, ils ont l'impression qu'un pays fait du dumping. Ils ne respectent pas des règles. Alors ils mettent des droits de douane. Et ces droits de douane, qui sont mis pour corriger une situation qui est censée de ce pays d'être incorrecte, c'est des droits d'anti-dumping. Et dans le cas de l'acier, les États-Unis, ils ont mis des droits de douane, effectivement, et après c'est allé devant le dispute settlement, devant le mécanisme de l'OMC, et les États-Unis ont perdu. Ils ont dû rebrousser chemin, quoi. Alors je crois justement c'est ça l'avantage d'avoir une organisation où il y a même des pays comme les États-Unis qui doivent se plier, quoi. Merci, je reste là. Mr. Paulin, what do you... The discourse I've heard hasn't changed much in 20 years either. I'm kind of surprised that you have overlooked a lot of the things that have happened since on the social side. When you have the ILO, you have all of these conventions prohibiting child labor, which have been signed, ratified. To ask, or to continue to ask that it's for the WTO to get into that field, to me is, do you really want to have trade people decide on social issues? I don't. So all of this it's part of that multi-layered set of regulations that I spoke about. In the US, for example, products made by child labor are prohibited from importation. You cannot import those products into the country. Most of the agreements that Switzerland and the EU and the US developing countries sign do exactly what you said. They say, we hereby confirm in a trade agreement that we will comply with ILO standards. So the social is there. It's regulated in a different organization at a different level, but it's there. And to say that, you know, today poor Switzerland is doing so badly, the social state is deconstructed. I mean, look around you. This is one of the most prosperous countries in the entire world with a social safety net that is unheard of. If anything, it's the people in Africa and Latin America and Asia that are suffering. And if you would ask them, they would want to trade their way into higher wages and higher incomes. And the last thing they would want to see is the US, the EU dictate what they have to do on certain of these non-economic issues. So I think the social side is covered elsewhere. It's covered differently. And it shouldn't be covered at the WTO. Same thing with this idea of should you liberalize water, electricity. This is left to individual countries. Switzerland didn't do some of that, other countries did. Some countries may have made mistakes, but there's no way that the WTO imposed liberalization on any of these countries. And then just two small, but it's detailed points. So if you look at the cases filed today at the WTO, almost half of them are filed against the United States. And the US loses case after case. So the fact that you have a set of rules out there that bind the big player, I agree, they are the biggest one. The EU one is also the second biggest. But all of the cases today, almost all of them are filed against these countries, and these WTO rules are enforced on those states. So that is probably the biggest role that the WTO is playing today, to keep these very powerful countries that without the WTO, they would do whatever they want. But the WTO is keeping them in check. And yes, the steel tax that the US imposed, they had to withdraw it because the WTO condemned it. Another small detail, you're shocked over the fact that if a government expropriates a company, that they have to pay reparation for it. To me, that is very normal, that you compensate if you take property away from someone. The detail you mentioned is, and that's an economic issue, the question then is, how do you put a value on a company? And ask any financial expert, accounting person, you look at the value of a company by looking at the profits that company will earn in the future. So it's not so much that you get a guarantee of all your profits 20, 30 years from now. It's just an accounting issue of how do you calculate the value of a company. And that includes future profits at a discounted rate, because of course there's all kinds of risks that may
undermine these profits. So that is something I don't see how you could object to the idea that if the government takes something from you, they take your house, that they have to compensate you for the value of your house. It's the same thing with a company. And the question is, how do you calculate the value of a company? Thank you. Thank you, Professor Paul. Yes, many questions. So, yes, you, and after... Robert James Parsons, Le Courrier. J'aimerais bien faire quelques précisions, si vous permettez. Premièrement, je suis l'OMC depuis le début des années 90, lorsqu'elle était toujours en gestation. Et j'ai eu comme guide la thèse de doctorat de Christophe Gratz sur l'Organisation internationale de commerce qui n'a jamais vu le jour, justement parce qu'elle incorporait les droits économiques, sociaux et culturels et garantissait la souveraineté des États. Les États-Unis l'ont carrément tué, en fin de compte, de sorte qu'il n'en restait que le GATT. Et l'idée des négociations à partir du Uruguay a été de ressusciter le GATT et l'élargir pour faire une organisation conforme aux besoins des États-Unis. Ensuite, suite à la Seconde Guerre mondiale, l'idée a été de créer un traité contraignant en guise de législation internationale contraignante pour la Charte des Nations Unies, ce qu'on appelle en anglais Binding Enabling Legislation pour la Charte des Nations Unies. Les États-Unis ont envoyé Eleanor Roosevelt à la Commission des droits de l'homme exprès pour tuer ça, de sorte qu'on a abouti à une déclaration et plus rien du tout. Les trois organisations internationales sur le commerce, Banque mondiale, FMI et maintenant l'OMC, ont été conçues exprès en dehors du système des Nations Unies pour ne jamais traiter des droits de l'homme et surtout les droits économiques, sociaux et culturels que les États-Unis, même aujourd'hui, même au Conseil des droits de l'homme, dénoncent comme des United Nations Invented Rights. En ce qui concerne l'OMC et l'organe de règlement des différends, il y a par exemple le cas contre les États-Unis suite à une plainte de la part du Pakistan. L'OMC a jugé en faveur du Pakistan. Les États-Unis ont menacé le Pakistan de rétorsion économique si le Pakistan appliquait des sanctions permissibles selon le règlement. En ce qui concerne le travail d'enfants, les États-Unis n'ont jamais signé, sans compter ratifié, Convention sur les droits de l'enfant, donc il n'y a pas de définition aux États-Unis pour un enfant. Donc des produits fabriqués par des personnes aussi jeunes que 12 ans peuvent être comptés comme n'ayant pas été faits par des enfants parce que les États-Unis acceptent une définition très élastique. Donc, les personnes de 12 ans ne sont pas des enfants, mais il n'y a pas de définition officielle pour les États-Unis pour un enfant. Donc ça laisse beaucoup de souplesse. Et finalement, il y a la question de l'environnement qui se dégrade du jour en jour. Et le commerce mondial ne fait qu'accélérer cette dégradation. Personne ne parle de ça. Et qu'en augmentant le commerce mondial, on ne fait qu'augmenter l'utilisation des hydrocarbures qui sont en train de détruire la planète. Nous voilà. Merci. Beaucoup de choses. Monsieur Winsap, vous sentez d'attaque pour réagir? Non, je crois qu'on a lundi, comment s'appelle le titre? Lundi de la gouvernance. Et la gouvernance, c'est... Moi, je crois que c'est plus qu'une organisation, ce sont beaucoup d'organisations, dont une, c'est l'OMC, évidemment. Et je crois que dans les organisations, moins ceux qui sont les États-Unis, ceux qui sont les Nations Unies, ceux qui sont l'OMC, ceux qui sont les autres, les membres, c'est les États. Et je crois que les États, évidemment, c'est eux qui sont les acteurs et ils doivent avoir une cohérence. Et cette cohérence, elle doit s'exprimer à travers les différentes organisations où ils sont partis. Et ça, c'est effectivement, c'est peut-être un peu difficile, et peut-être qu'il y a des silos et tout ça. Mais en principe, c'est une organisation, et moi, je crois que moi, je parle là pour la Suisse. Je crois que les positions que nous, on a
dans les organisations des Nations Unies, ce qu'on a à l'OMC, ce qu'on a dans les différentes... Je crois qu'on a une certaine cohérence. Mais c'est difficile à l'imposer, disons, de l'extérieur. C'est effectivement quelque chose à l'intérieur. Maintenant, le commerce, si c'est l'OMC qui a fait qu'il y a beaucoup de commerce, disons, je crois qu'il y a eu surtout des évolutions technologiques qui ont fait. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est mieux ou moins bien d'avoir un cadre lequel permet peut-être au commerce à être... peut-être aussi à être guidé partiellement. Parce que l'OMC, ce n'est pas simplement la libéralisation. Ce qu'elle fait, c'est elle fait aussi des règles. Et elle permet justement aux pays de faire des législations écologiques, de faire des droits sociaux, etc. Ce qu'elle ne permet pas, c'est de faire des discriminations. Et si dans un État, on pense que c'est bien qu'on ait des machines à café qui s'arrêtent, non. Si on fait ça et on fait des réglementations qui valent pour toutes les machines, ben on peut le faire, mais on ne peut pas simplement faire pour les machines qui sont importées. Je crois qu'il y a une règle de jeu qu'on fait à l'OMC, et ça, je crois que ça aide. Et il faut aussi dire que, surtout, moi je crois, disons, l'OMC, ce n'est pas l'organisation qui aide le plus les États-Unis. Je crois que c'est l'organisation, un peu comme le professeur Paul l'a dit, c'est l'organisation qui aide les 98% des États membres qui sont des petits États membres et des États membres qui ont pour lesquels c'est important d'avoir un système de droit et pas être sur un système de droit. Vous avez dit que les États-Unis ont menacé le Pakistan de rétorsion. Bon, je crois que les États-Unis, ils ont beaucoup de possibilités. Je ne sais pas, vous le dites, je vous crois ce que vous dites, quoi. Mais je crois qu'effectivement, les grands, ils ont peut-être un peu plus de pouvoir, ils ont un peu plus de muscles. Moi, je crois qu'on est beaucoup plus sûr, disons, je crois que c'est quand même beaucoup mieux qu'on a un système multinational qui aide. Et je crois quand même et je crois que c'est important, il ne faut pas voir l'OMC en isolation. Et je crois là aussi, au moins, M. Lamy, pour lui dire, il a commencé à faire beaucoup et aussi maintenant... Il était très critique, assez aussi de travailler ensemble avec les autres organisations. Et je crois que c'est aussi, en tant que Suisse, je crois que pour moi, et moi je représente en fait, je viens du secrétariat d'État à l'économie, et chez nous, on est responsable du BIT, et on est responsable de l'OMC et de l'FAO. Disons, on a les organisations, dans différentes organisations, et on travaille très bien avec les gens du BAFU pour l'environnement. Je crois que c'est vraiment beaucoup qui dépend de l'ordre intérieur et pas tellement des organisations qui sont, comme on dit, qui sont ceux qui sont leurs membres. M. Velasco, vous vouliez appuyer sur le bouton, appuyer sur... Puisque vous avez cité, M. l'ambassadeur, M. Lamy, je vous cite une petite phrase. Alors, c'est bon. Oui, alors voilà. Alors, M. Lamy, je cite, il disait, par rapport à trois notions, la gouvernance mondiale, l'internalisation et l'État-nation, comme il est indiqué ci-dessous, une gouvernance au niveau planétaire est indispensable. Là, je peux être d'accord. Vu les problèmes soulevés par le capitalisme de marché, pauvreté, inégalité, dangers écologiques, conflits de tout type, etc. Mais qui peut la diriger? Alors là, c'est intéressant parce qu'il dit, un État seul, comme la Maison-Blanche essaie de l'imposer, il fait interrogation, cette logique n'aura qu'un temps, répond M. Lamy. Les institutions internationales comme l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, elles souffrent de profondes carences. Mais c'est une vérité, elles souffrent de profondes carences. Donc, je veux dire, ça c'est M. Lamy qui le dit, c'est pas moi. Moi, je vous dis qu'après 20 ans ou 30 ans que cette organisation fonctionne, il y a des carences au niveau social et au niveau, disons, de justice sociale. Et moi, je reviens alors sur la question de l'environnement. Parce que c'est intéressant la notion qu'a introduite l'ONU. C'est intéressant. Pour sauver la nature, il faut lui donner une valeur marchande. C'est-à-dire que ça, c'est une notion qui est rentrée dans l'ONU. C'est-à-dire que pour que les multinationales investissent dans la nature, il faut qu'elles trouvent un bénéfice. C'est quand même extraordinaire. Alors, en Amazonie, elles ont investi toute une forêt eucalyptus. Vous savez ce que c'est que l'eucalyptus? C'est un arbre qui dessèche la terre, qui détruit l'écosystème, quoi. Voilà un exemple, je veux dire. On a privatisé la vie, par exemple. On essaye justement de certaines plantes, disons, qui pendant très longtemps les Indiens les ont considérées comme médecine, qui étaient, disons, au service de tout le monde. Tout le monde pouvait
ah ben, disons, cette multinationale s'approprie la molécule. Oui, il y a un grand problème, monsieur. C'est que le gros problème, c'est que le marché est devenu la norme à partir de laquelle on fait ou on ne fait pas. Et ça, ce qui est grave. La norme, c'est pas qu'est-ce qui est bien pour l'humanité, qu'est-ce qui est nécessaire que nous fassions, comment investir là, comment distribuer là. Non, non, non. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il est rentable? Comment se le partager? Alors après, on va à l'ONU. Et à l'ONU, on décide comment on va y aller là-bas. Mais si vous regardez, disons, en Afrique, et même en Amérique latine, les mines et les destructions de contrées entières, une fois que les multinationales sont parties, qui c'est qui a réparé ces contrées? Qui a réparé ça? Ils ont touché leurs bénéfices, les actionnaires ont gagné ce nom, et qui répare ça? Après, c'est l'État. Après, on dira, oui, mais vous êtes souverain, monsieur l'État. Là, vous avez une souveraineté, c'est pour payer ce que les autres n'ont pas fait. Parce qu'il y a un gros problème aussi, vous voyez, c'est un problème aussi de fiscalité. Parce que si on veut une gouvernance mondiale, moi je veux bien, mais alors il faut faire une fiscalité mondiale. C'est pour ça que nous, à TAC, on disait, mettons une taxe Tobin déjà. Hein, faisons une fiscalité harmonisée. Hein, faisons une redistribution, disons, d'une fiscalité mondiale qui serait redistribuée aux pays pauvres. Comment faire en Suisse, par exemple, ou à Genève, il y a un impôt intercommunal, n'est-ce pas? Il était maire. Il y a, disons, une caisse commune, et après, disons, les communes plus riches payent un peu plus pour les communes plus pauvres. On pourrait imaginer aussi, ben voilà, un impôt, une fiscalité mondiale où il y aura un fonds, et puis dans ce fonds, ben, on redistribuerait entre les pays riches et les plus pauvres. Non, ça n'existe pas, ça. Ce que je veux dire par là, c'est que tout a été fait pour faire un marché mondial. Et donc, on a fait effectivement des institutions, on a fait des lois, on a fait des structures, mais pour le marché. Parce qu'on considère qu'il n'y a pas de développement humain sans marché. Alors moi, oui, le marché est un instrument très intéressant, monsieur de l'économie. Moi, j'ai dirigé quatre sociétés, donc je sais ce que c'est. Le marché est un instrument très intéressant quand il est au service d'une politique qui va dans le sens du développement des êtres, pour le bien des êtres. Merci. Monsieur Lantan. Oui, j'avais une question, profiter de la présence de monsieur l'ambassadeur. Vous êtes aussi le président du groupe de travail sur l'accès au marché des biens industriels, je crois. Et je voulais savoir, en fait, si vous avez dit que les négociations piétinent, mais est-ce que vous avez vu une évolution par rapport aux positions de 2008 actuellement dans ce groupe de travail? Puis j'avais une deuxième question. La Suisse participe aussi aux négociations de TISA, qui sont régulièrement dénoncées par les ONG comme pour leur secret complet dans lequel elles se déroulent. Et qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Et puis, quand est-ce que vous les voyez aboutir? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lempen. Bon, les négociations sur le cycle de Doha, évidemment, ils ont toute une histoire. Et il y a eu des propositions qu'on a eues en 2008, qu'on a plus ou moins laissées jusqu'à 2011. On a gardé les mêmes. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas la base avec qui nous mène au succès en tant que tel. Mais on voit aussi qu'il y a des choses quand même importantes dans le travail qui a été fait par le passé. Alors on ne peut pas simplement négliger tout ce travail. Alors je crois, il y a certains principes qu'on maintient de 2008. Il y a des différents traitements de différents groupes de pays, je crois qu'on va maintenir. Il y a des principes fondamentaux qui ne sont pas mis en question, que les pays en développement vont faire moins que les pays développés. Disons, il y a des principes généraux qu'on va reprendre. Mais il y a, dans les produits industriels, il y a une formule qui s'appelle formule suisse d'ailleurs, de réduction. Et cette formule, aujourd'hui, elle semble pas être possible pour un certain nombre de pays. Et c'est-à-dire que là, on est en train de discuter s'il y a d'autres possibilités pour faire avancer. Et là, on est maintenant, je crois, on a reconnu qu'on doit regarder qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut, je dirais, peut-être trouver une solution alternative à cette partie de la proposition de 2008. Et là, on est maintenant à ce stade. Et on espère jusqu'en été 2015 maintenant qu'on ait quand même quelque chose qui sera le plus proche à ces modalités qu'on était 2008, mais qui vont avoir l'air probablement un petit peu différents, même si on garde un certain nombre de principes. C'est sur la première question.
Bon, sur la deuxième question de TISA, moi je veux dire pour la Suisse, bon, peut-être juste pour dire TISA, Trade in Services Agreement. En fait, c'est quelque chose, on a essayé de libéraliser les services ou de continuer de libéraliser les services d'un côté, de l'autre côté aussi de faire des disciplines sur les règles appliquées aux services depuis 2000. Il y avait en fait dans l'accord de l'OMC de 1995, on a dit dans 5 ans on va revoir cet accord. Et après, on a essayé de revoir, et on a revu, on n'est pas arrivé à un bout. Et après, en 2008, et je vous ai dit, en 2008, c'était assez important parce qu'il y a eu une flexibilisation de l'approche, en fait, qu'on a décidé. Les ministres ont décidé ça à Genève, lors des ministériels de 2011, c'était le 8e ministériel. Et là, on a dit, il faut regarder s'il y a d'autres approches. Et une des approches, là, c'était qu'il y a un groupe de pays qui a dit, essayons de faire une approche plurilatérale dans un premier temps, qu'on va multilatéraliser après. Et en fait, c'est continuer les négociations qu'on a commencées à l'OMC afin d'essayer de trouver une autre manière pour trouver la solution. C'est une négociation qui est basée sur ce qu'on a à l'OMC. On travaille et on espère qu'on ait à la fin un accord. D'abord un accord entre les pays qui négocient, puis un accord qu'on puisse multilatéraliser. Ces négociations, ils basent sur les mêmes principes. Il y aura un accord principal, il y aura des annexes qui spécifient des domaines et il y aura des engagements qui sont pris par chacun des pays. Et ces négociations, pour nous, au moins point de vue suisse, je peux dire, ils étaient en pleine transparence. Nous, on a informé le Parlement qu'on va négocier cet accord maintenant avec un groupe de pays. C'était dans les rapports qu'on a fait au Parlement 2012, 2013, 2014 sur la politique économique extérieure. Il y a l'offre suisse, elle est sur le site dès le moment qu'on l'avait aussi soumis à Genève. Une année avant, on a informé, on a eu des réunions avec le Parlement. Le Parlement suisse, il était absolument au courant de ces négociations et je crois que le Parlement suisse, il fait quand même le relais aussi de tous les mouvements politiques. Et je crois aussi que, disons, les gens qui sont intéressés sur le site de l'administration, du SECO, ils ont pu trouver ces négociations. Alors, ces négociations, c'est des négociations qui prendront encore un bout de temps, on est là-dedans. Mais ce ne sont pas, il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur des négociations, et je l'ai aussi entendu un peu avant dans votre intervention, qu'il y a une libéralisation de l'éducation, etc. Il n'y a ni à l'OMC, ni dans TISA, une obligation de libéraliser quoi que ce soit. C'est les États membres qui décident ce qu'ils veulent libéraliser et ce qu'ils ne veulent pas libéraliser. Et ce que sont les public... les services publics. Ce qui sont les services publics, c'est défini par chaque État. Oui, et pour nous, la Suisse, on a toujours dit, ceux qui sont les services publics, on ne les offre pas. Et ce que nous, on n'offre pas, on ne demande pas les autres. Maintenant, si un autre, il demande ce que nous, on considère comme un service public à quelqu'un d'autre, ben, il peut le demander, on ne va pas l'empêcher. Mais nous, on ne va certainement pas demander. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été racontées pour différentes raisons. Et moi, je crois que c'est bien qu'il y ait un débat. Et je pense que ça prouve qu'il y a une pertinence ce qu'on fait. De ce point de vue-là, je ne suis pas mécontent qu'il y ait un débat. Et je crois que c'est toujours bien d'avoir un débat public. Mais pour l'instant, le débat public, on entend beaucoup de choses qui ne correspondent tout simplement pas à la réalité. Alors, il faut informer. Okay. Alors, on informe. About TISA, Mr. Paul. Alors, moi, j'ai 2 questions. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous ne pensez pas que les représentants des pays sont de plus en plus déconnectés avec la réalité de leur propre peuple? Je veux parler de la Grèce, je veux parler de l'Italie, je veux parler de la France, je veux parler de l'Espagne, et on pourrait continuer. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que les grandes décisions aujourd'hui ne sont plus
de la souveraineté des pays finalement et que ces grandes décisions, elles se prennent ailleurs. Et j'ai aussi une question pour le professeur Paulin concernant les multinationales. Vous dites que vous répondez à M. Velasco que, à votre avis, c'est normal que lorsqu'il y a nationalisation, par exemple, eh bien, on prenne en compte le chiffre d'affaires que pourrait faire éventuellement cette entreprise. Que pensez-vous du fait que plusieurs multinationales ne payent pas d'impôts et s'en vont dans des pays, je pense au Luxembourg et à d'autres, pour justement échapper à toute fiscalité et où il n'y a aucun contrôle sur ce qu'elles font et qui, bien souvent, ces décisions appauvrissent les peuples, malheureusement, et font en sorte qu'on a de plus en plus de chômage dans nos pays européens et ailleurs aussi. Je ne parle pas de l'Amérique latine et d'autres pays aussi. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Oui, c'est aussi une forme de dumping. Les charges sont moins élevées par rapport aux concurrents. Merci beaucoup. Moi, je crois, disons, est-ce que les représentants sont déconnectés de leur peuple? Effectivement, si on regarde tout ce qui se passe, je comprends très bien votre question. Je crois que, cependant, pour répondre à votre question, je veux prendre quelque chose que M. Paulin a dit dans sa présentation, et c'est la complexité. Vous avez dit, pour la complexité, nous, on arrive encore à la gérer dans les pays comme l'Union européenne, dans les pays développés, la Suisse, etc. Vous avez dit peut-être qu'il y a d'autres qui ont encore beaucoup plus de peine. Non, mais même nous, on a beaucoup de problèmes. Alors c'est grave. Ben oui, je dis que c'est difficile. Et moi, je crois qu'il faut réaliser qu'il y a un monde où il y a une grande complexité. On essaye avec des instruments, et des instruments, moi je dis, j'ai pas je ne connais pas des meilleurs systèmes que les nôtres qu'on a, mais on a quand même des systèmes qui sont plus ou moins du 19e siècle, non? Et on essaie avec des systèmes sociaux, nos organisations, à répondre à des défis. Et à des défis où on voit que peut-être qu'on n'a pas les instruments et qu'on essaye à le faire. Et je crois que si on regarde que quand même dans les démocraties, dans la plupart des pays, il y a pratiquement, je dirais maintenant, hein, peut-être vous n'êtes pas tous d'accord dans la salle, mais je dirais que la population, en gros, je dirais, elle est quelque part au centre. Ça peut être du centre gauche au centre droite, la grande majorité, je dirais. Hein, aux États-Unis, comme en France, comme en Suisse, comme partout, comme en Grèce, partout. Hein. Quand on regarde les partis et ce qu'ils représentent, c'est beaucoup plus les pôles. Non, les pôles, ils ont beaucoup plus d'attraction parce qu'il y a surtout aussi une frustration, parce que tous ceux qui se disent au centre, bon, parce qu'ils naviguent, je ne sais pas quoi, ils ne comprennent pas les vrais soucis, ils ne vivent pas les vrais soucis, etc. Je crois qu'il y a un problème, qu'on fait face dans nos pays. Je ne pense pas que des pays comme la Chine, ils ont moins de problèmes. Et la Russie, je ne sais pas non plus, je ne crois pas non plus qu'ils ont moins de problèmes. Il y a une complexité et on doit voir comment on fait face avec ces complexités et quelles sont les bonnes recettes. Et moi, je ne peux pas vous dire, je ne fais pas des reproches, peut-être, ouais, vous dites, ouais, il fait partie de l'establishment, ok, c'est vrai, quoi. Mais je dois dire que je ne crois pas que c'est une volonté d'être déconnecté, au contraire, et je crois qu'il y a beaucoup de consultations, et on essaye quand même à tenir compte de beaucoup de choses, et il y a des contradictions, il n'y a pas une idéologie, disant tout ce qu'on fait, je ne crois pas qu'on est tellement... simplement, on a une idéologie libre-échangiste et tout ça, néolibérale, etc. Je crois que ce qu'on doit défendre, c'est quand même un compromis quelque part. Mais ce n'est pas évident. Sur l'autre question, plus, disons, est-ce qu'il y a plus de la souveraineté? J'ai juste dit avant, mais cela, bon, la souveraineté, évidemment, et là aussi, elle bouge aussi. C'est un concept qui n'est pas figé. Hein, ce n'est pas la souveraineté de 1848. On vit dans un monde qui est devenu un petit peu plus compliqué et c'est difficile à dire où est-ce qu'il y a. Moi, je crois qu'il y a des changements. Je crois que des pays, effectivement, on a perdu. Moi, je me rappelle, j'étais à l'école encore, qu'on a voté sur mettre dans la Constitution la protection des chemins pédestres. Teacher, il y avait en même temps, il y avait les Russes et les Américains, ils ont monté leur arsenal nucléaire, quoi. Bon, c'est clair, on était très souverains de voter ça. C'était pas tellement mieux aussi dans le temps, quoi. Je crois qu'il y a des réalités et on doit voir qu'est-ce que ça signifie la souveraineté et comment on fait valoir. Je crois que le plus de souveraineté, c'est évidemment d'avoir le plus d'influence. Et je dis, ça commence dans le pays, ça commence dans le canton, dans la commune, dans la ville. Après, ça remonte, quoi.
Mais c'est effectivement quelque chose qui est difficile dans ce monde. Et on se bat pour ça. Mais il y a une régionalisation et je crois qu'il y a, disons, des États qui avaient un rôle de pivot et qui pouvaient jouer plus d'une plus grande souveraineté que d'autres. Nous, on fait partie d'un de ces pays. Singapour peut-être fait partie d'un de ces pays. Le Canada fait partie d'un de ces pays. Je ne suis pas sûr dans le monde d'ici 20 ans si c'est la même chose le cas. Je crois qu'il y a une régionalisation qui se fait et ce n'est pas une régionalisation commerciale, économique. Ce qu'on discute ici, ça va beaucoup plus loin que le commerce. Mais je veux surtout parler des multinationales. J'aimerais vous entendre sur ça par rapport à la souveraineté. So it goes back to the tax issue that my colleague mentioned. Well, first thing, I already have nightmares when you say we have a world government and we tax and then we redistribute at the international level. If you today mistrust the WTO, the UN, and rightly so, we have to really keep the fire under their feet. Can you imagine some global institution taxing citizens and then redistributing wealth? What kind of corruption, what kind of bad elements could come out of it? But l'ONU, I mean, if you... but the UN is in itself a highly inefficient organization to give them tax power, to let them redistribute monies. I think it would be a global disaster. What I think goes more towards the problem is what you mentioned. And to be honest, who's benefiting from it? Countries like Luxembourg, Switzerland. There's a fantastic documentary called Stealing Africa. And it starts out with the citizens of Duke not knowing what to do with all their tax income. Because what is happening, big multinationals who mine in Africa, they declare all of their profits in Switzerland and they pay their taxes in Switzerland rather than Africa. That's a huge issue. So there, for example, it's moving very slowly, but at the OECD, they have a project to start addressing this. So to avoid that these multinationals transfer their profits from the developing world, basically, to low-taxed developed countries, base erosion and profit-sharing project, BEPS project. So I think that's highly promising, because if you could tackle that issue, it would already solve a lot of the problems. But to have a global tax and then to redistribute it, to me, it would be a nightmare. So talk of, using market mechanisms to steer behavior, which you seem to have a problem with. Look at the carbon tax. That's the whole idea. If you put money, as you say, you put a value on environmental degradation. So if you consume fossil fuels, you pay more for it. I think that makes complete sense. Switzerland has a carbon tax. Do you really believe that multinationals will stop polluting because they have a sense of altruism? No, you have to play hard with them. You have to tax them when they harm the environment, when they do bad things, and that's how you bring them in line. So you need to use market instruments to achieve non-market goals. I think that's the only way out of it. Merci. Également, M. Velasco, pour prendre une dernière question. Juste sur la complexité. C'est quand même extraordinaire parce que quand les États-Unis ont voulu démonter le système bancaire suisse, donc sur la transparence, ça a été d'une facilité, d'une rapidité invraisemblable. Pourquoi qu'on ne ferait pas la même chose avec les paradis fiscaux? Je veux dire, on s'attaque au système bancaire suisse, vous le savez très bien, pour des questions, disons, de concurrence et d'intérêt, mais les paradis fiscaux, tout le monde sait que ces paradis fiscaux, c'est les échappatoires fiscaux de tous les pays, c'est ce qui aggrave la situation de beaucoup de pays, pour la Grèce et d'autres, tout le monde le sait. Pourquoi là, c'est une facilité incroyable, il suffisait de décréter que toute transaction venant d'un paradis fiscal n'est pas valable, n'est pas acceptée par l'Europe et par les États-Unis. Et c'est fini comme ils ont fait les États-Unis avec la Suisse. Soit vous acceptez ça, soit on ne vous donne pas la licence. Et donc, pour moi, vous savez, il y a des choses qui ne sont pas complexes, il y a des questions de volonté profonde et d'intérêt. Alors, il y a des intérêts qui sont peut-être complexes. Ça, je suis d'accord avec vous. Merci. Une dernière intervention, M. Longet, puis après on va... Oui, moi, j'avais pas parlé de la position suisse, en fait, mais plutôt de l'impression que me donne l'OMC. Moi, j'ai participé
à plusieurs négociations internationales, notamment dans des domaines, enfin en particulier dans des domaines de développement durable. Hein. Et je me rappelle de situations assez kafkaïennes où on disait, au fond, on est conscient qu'il faut une régulation de la mondialisation. Hein. Ça a été, je pense que sans régulation, c'est la concurrence déloyale. Hein. Ça, je crois que c'est un consensus politique. Mais après, effectivement, est-ce qu'on a la volonté d'y arriver? C'est assez kafkaïen, parce que si vous dites, oui, il y a 4 catégories de protection qu'il faut, ou de régulation. Protection du consommateur, protection de l'environnement, protection de la santé et protection du travailleur. C'est au fond les 4 grandes catégories. On prend encore la loyauté dans les transactions, si vous voulez, ou la fiscalité. Bon. Mais il y a des catégories où tout le monde officiellement dit qu'il faut réguler. Maintenant, si on veut réguler dans un État, à chaque fois, c'est la même discussion. Est-ce que c'est compatible avec l'OMC ou pas? Est-ce que c'est un obstacle non tarifaire masqué ou pas? C'est facile de dire que c'est un obstacle non tarifaire masqué, parce qu'il faut pouvoir prouver que sa législation de protection des travailleurs de l'environnement, etc., est spécifique à son pays, etc. On ne s'en sort souvent pas, et donc c'est un obstacle à une régulation nationale, et c'est un encouragement au nivellement par le bas. Puis si on estime que cette régulation doit se faire au niveau international, ce qui souvent est meilleur, est-ce que l'OIT tend à faire, ou ce que les conventions internationales, genre climat, couche d'ozone, biodiversité, tendent à faire, à juste titre, bien là, on nous dit, ça a été le cas par exemple au sommet de Johannesburg en 2002, il y a concurrence entre les normes. On dit, qu'est-ce qui prend le dessus? Le droit au libre-échange ou le droit ou la soumission à des accords internationaux. Ça a été, à Johannesburg en 2002, ça a été laissé dans le flou. On disait il faut juger de cas en cas quel est l'ordre juridique ou la valeur juridique qui l'emporte, le droit au libre marché ou la protection d'un certain nombre de valeurs inscrites dans le droit international. Et aujourd'hui, j'estime que ce n'est pas encore clairement tranché. Et ce qui me gêne, c'est que l'OMC officiellement reconnaît dans ses actes fondateurs le développement durable comme un objectif, mais ne fait pas le lien. Et pour moi, l'OMC, c'est un organe qui est resté sur le pur quantitatif, en fait. C'est une facilitation quantitative au commerce, supposée bénéfique, plus il est quantitatif, mieux c'est. Mais on a un petit peu facilement évacué le qualitatif vers d'autres structures. Et ça, je pense que fondamentalement, ça ne peut pas marcher quelque part. Et moi, je trouve que la proposition de ce Velasco de dire, si vous entrez à l'OMC, vous prenez l'OIT avec comme norme, ça me paraît assez logique de faire des passerelles entre ces silos, parce que sinon vous avez 4 ou 5 silos parallèles qui finalement, dont au quotidien, la prééminence de l'un par rapport à l'autre n'est pas du tout claire. Et moi, j'estime qu'on peut tout à fait dire libre commerce, mais régulé. Mais dire libre commerce, on ne sait pas jusqu'où il va, puis la régulation, on ne sait pas si elle est forte ou faible, c'est ça, à mon avis, qui aujourd'hui n'est pas clair. Alors peut-être que M. Winza peut nous dire, vu de l'intérieur, ce qu'il en est, mais bien sûr que ce n'est pas une position de la Suisse. C'est plus un constat que je fais par rapport à... Enfin, ce que je dis là, ce n'est pas une adresse à la position de la Suisse, c'est plus l'image que me renvoie l'OMC comme un organisme dont j'aimerais qu'il organise le commerce, alors qu'en fait, il organise plutôt les transactions et que d'autres organisent la régulation. Voilà. Intéressant. Merci. Bon, c'est pas très loin de la position suisse, ce que tu as dit. Non, je veux dire, bon, la seule chose, c'est que la position suisse, c'est une position parmi tous les autres membres, quoi. Et c'est toujours ça la difficulté. Je crois qu'on a essayé avec l'OMC, on a essayé aussi Doha. Disons, la Suisse, on a toujours insisté d'introduire le plus possible, surtout aussi sur les droits sociaux. Mais tout simplement, il y en a quelques pays, quelques rares pays qui sont du même côté que nous, et une grande partie qui n'en sont pas. On a simplement, et c'est ça, à l'OMC, disons, les décisions sont prises au consensus. Et c'est un principe, on peut l'aimer ou pas, mais c'est un principe important. Et le monde, il est pas simplement que les valeurs, il ne représente pas les valeurs suisses. Et peut-être quelquefois, ce serait bien que le monde représente exactement les valeurs suisses. Et quelque part, il y a peut-être d'autres qui disent, waf, peut-être il y a d'autres valeurs qu'on préfère suivre. Non. C'est ça une difficulté qu'on a. C'est pas nous. Et ça, c'est aussi un petit peu ce que M. Velasco dit. Il dit, oui, il faut décréter. Mais ce il, le il, c'est le bon Dieu, ou je ne sais pas qui, le Léviathan. Le il n'existe pas. C'est ça le problème. Hein? Le il, c'est les pays. Non, mais il y a l'ONU. Oui, mais l'ONU, c'est les États membres. Elle décide d'attaquer l'Irak. C'est les États membres. Mais bon, juste pour dire, c'est ça la difficulté qu'il y a. Il y a la difficulté
L'autre chose, disons, le premier aspect, concernant la position, et je sais, hein, j'étais à Berne avant, et souvent il y a eu... Alors il y a des propositions, ça vient du Parlement, on dit, on aimerait faire ça. Puis il y a peut-être, effectivement, il y a des gens qui viennent du côté, disons, plutôt environnemental, et ils disent, on aimerait ça. Et après, ils savent, bon, mais au Parlement, si tu veux avoir une majorité, peut-être c'est bien que c'est encore le représentant de l'agriculture de ton côté. Alors, je dis, ouais, on fait ça. Mais bon, il nous faut, j'ai parlé avec l'autre, il nous faut une petite exception pour qu'on puisse faire, pour qu'on ait les autres aussi on board. Et là, tout à coup, on dit, bon, merde, si c'est important, point de vue, pour un objectif environnemental, et si on est d'accord de le faire, et on le fait de manière non discriminatoire, parce qu'on a, ce qu'on veut, c'est poursuivre un objectif environnemental, fine. Mais après, ils disent, ouais, mais j'ai besoin d'une exception, sinon j'arrive pas à le faire passer. Et bien après, on dit non. Alors c'est nous qui disent non, effectivement, quoi. Parce qu'un politicien ne va jamais dire que lui, il n'a pas obtenu quelque chose. Il va dire l'administration, de nouveau, c'est des ayatollahs, c'est tout ça, quoi. Mais ça, c'est pas grave. On est payé pour ça. Mais je dis, disons aussi, il faut quand même voir, disons, dans le débat interne, les propositions qui viennent. Où il y a des propositions et tu dis, OK, là, tu fais quelque chose qui, disons, on voit l'objectif et on discute et on voit. Mais après, ils disent, ouais, mais disons, il y a un objectif, effectivement, il y a un objectif de maintenir des cerisiers, quoi. Et alors, il faut faire des impôts, il faut regarder que, disons, on protège les cerisiers, quoi. Parce qu'on a une industrie qui produit des distillants qui a beaucoup de peine, parce que les gens ne boivent plus le kirsch, quoi. Non ? Mais alors, ils disent, bon, alors il faut quand même faire une combine. Alors, tu as ceux de la santé qui disent, bon, on a un problème avec ça. Il y a d'autres gens qui ont un problème avec ça. Mais il y a une population qui, disons, il y a quelques-uns qui font de la distillerie. Non, et ça, c'est ce qu'on vit un peu tous les jours à l'administration aussi, quoi. Il y a beaucoup de propositions qu'à la fin, c'était, ouais, à cause de l'OMC, à cause des gens de l'administration, on ne pouvait pas le faire. Mais je suis d'accord à discuter chaque cas où l'administration a dit non, et pour regarder pour quelles raisons on a dit non. Et je veux dire, c'est pas nous, et c'était clair, hein, disons là où je travaillais avant, quoi. Nous, c'était jamais, on a dit, l'OMC n'est pas une raison pour bloquer quelque chose qu'on veut atteindre politiquement. Mais où on ne peut pas prêter main, c'est simplement de faire des choses qui sont, je dirais pas un gros mot, quoi, mais qui sont pas vraiment dans l'objectif louable qui était prétendu. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on va interrompre là. On a commencé un tout petit peu de retard, mais on a pris aussi 15 minutes de plus, donc nous sommes parfaitement dans le cadre. Merci encore à nos trois intervenants. Je crois que c'était intéressant de faire un petit peu survol justement de la situation de la gouvernance du commerce et des biens et des services. On n'a pas eu l'occasion de le refaire depuis un certain temps. Donc merci encore, professeur, M. Velasco et M. Winzap pour votre rapport aujourd'hui. Et bonne après-midi à tout le monde.